complexes qui expliquent cette évolution et qui ne sont pas liées au fait qu'on a mis plus de gens en prison. Quant au rétributivisme, l'idée que on a commis quelque chose, on doit être puni, on peut penser qu'il y a une logique évidemment à ça, hein, et que c'est une logique même qui fait plaisir à beaucoup de gens. Voilà, il a fait une infraction, a fortiori si c'est un délit ou un crime, eh bien il doit être puni. Sauf que si on réfléchit aujourd'hui aux peines qui sont administrées, on voit qu'on a tout de même des gens qui vont en prison, comme je le disais tout à l'heure, pour des retraits de points sur leur permis, qu'on a des gens qui vont en prison pour usage et possession de cannabis, drogue qui, je vous le rappelle, est dépénalisée dans pratiquement tous les pays d'Europe. Dépénalisée ne veut pas dire légalisée, autorisée, mais dépénalisée. Donc la question c'est, est-ce qu'on a là une équivalence entre la souffrance et le délit qui a été commis? Mais la question qu'on peut aussi se poser, au-delà de savoir si l'utilitarisme ou le rétributivisme fonctionne comme prévu, c'est est-ce qu'au fond, les justifications sont toujours celles-là? Et Nietzsche, toujours dans la généalogie de la morale, dit les justifications, comment on justifie pourquoi est-ce qu'on punit? La liste des raisons est extraordinairement longue. Il en donne, je crois, une quinzaine de raisons, dont les deux que je vous ai données là. Et en fait, on se rend compte que dans un grand nombre de cas, le châtiment ne correspond pas à l'une de ces deux théories idéales. Sur un plan idéal, elles ont leur valeur. Il y a beaucoup de philosophes qui continuent à travailler là-dessus. Mais la personne qui observe, ou la personne qui a malheureusement été en prison, sait que ça ne se passe pas comme ça. Et je vais vous donner brièvement un extrait d'une commission de discipline. Commission de discipline, c'est donc une commission qui va juger dans le cadre de la prison une faute qui a été commise dans le cadre de la prison. On ne parle pas dans ce cas-là de délit ou de crime, on parle de faute. Donc j'observais l'une de ces commissions de discipline, parmi bien d'autres. Un détenu est conduit dans la salle exiguë, située à l'entrée du quartier disciplinaire où se tiennent les audiences de la commission de discipline. Derrière le petit pupitre de bois qui sert de bar, il fait face, l'allure patibulaire, aux 3 personnes chargées de le juger. Un directeur adjoint, un membre du personnel et un volontaire de la société civile. Il est accusé d'avoir proféré des invectives à caractère raciste à l'encontre d'un surveillant noir lors de la remontée de promenade quelques semaines plus tôt. Normalement, dans ces cas, un compte-rendu d'incident et un rapport d'enquête complémentaire par le chef de bâtiment sont joints au dossier. En l'occurrence, la commission ne dispose que de la déclaration du surveillant, dont le nom n'est même pas révélé au prisonnier. Sans témoin, sans précision, sans investigation, l'affaire est pour le moins inhabituelle. Ignorant qui est son accusateur et ce que sont les circonstances, l'homme semble déconcerté. « Je ne sais même pas c'est qui », s'exclame-t-il. Peut-être par excès de confiance, il n'a pas sollicité, comme la loi le prévoit, un avocat. S'exprimant maladroitement, il répète qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Faute d'éléments substantiels dans le dossier, le directeur adjoint se contente d'énumérer la trentaine d'incidents qui ont déjà émaillé le séjour de ce détenu, comme s'il s'agissait de preuves permettant d'attester l'épisode récent. Frustré d'avoir le sentiment de n'avoir pu se défendre, le prisonnier est conduit dans une cellule en attendant la décision. Pendant la délibération, à laquelle je n'assiste pas, un officier stagiaire, qui a assisté comme moi à l'audience, me dit que dans l'établissement où il travaille depuis 10 ans, jamais une affaire aussi peu documentée n'aurait pu être jugée. Quelques instants plus tard, nous sommes rappelés dans la salle d'audience, ainsi que, bien sûr, le détenu. En s'entendant condamné à 7 jours de quartier disciplinaire, l'homme ne peut réprimer un geste de colère. D'un coup de poing, il frappe et brise le pupitre. 3 surveillants qui se trouvaient dans la coursive se précipitent à l'intérieur, plaquent le détenu contre le mur et lui passent les menottes. Tandis qu'il proteste bruyamment contre l'injustice dont il se dit victime, l'homme est conduit en cellule disciplinaire. Le représentant de la société civile qui a participé au jury me commente en aparté que si le détenu faisait appel, il aurait sûrement gain de cause.
mais ce dernier n'est probablement même pas informé de cette possibilité. Non seulement il va rester confiné pendant une semaine, mais l'incident et sa sanction vont aussi affecter ses crédits de réduction de peine, empêcher ses sorties en permission et retarder la perspective d'un aménagement. En prison, un même acte donne souvent lieu à de multiples sanctions qui ont notamment pour effet de prolonger l'incarcération. Un autre directeur adjoint m'explique plus tard que même quand ils ne sont pas convaincus par la version des faits fournie par le surveillant, notamment lorsqu'il s'agit d'un agent connu pour son comportement agressif ou provocateur, les membres d'une commission de discipline ne peuvent pas se permettre de paraître le désavouer en ne prononçant pas une sanction. Celui d'entre nous qui dit qu'il juge uniquement en fonction des faits et du détenu ne dit pas la vérité. Commentant une série de peines de quartier disciplinaire récemment décidées pour des fautes mineures qui se sont produites dans un contexte de tension au sein de l'établissement, il ajoute que punir les prisonniers, même lorsqu'il est évident qu'ils n'ont fait que répondre aux provocations d'un agent, permet de satisfaire et d'apaiser le personnel. Ça évite aux surveillants de vouloir se venger sur les détenus, conclut-il sans embâge. Donc on voit que dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans le registre de l'utilitarisme ou de la rétribution. On est tout simplement dans un registre qui peut se comprendre dans le cadre de la politique de la prison, c'est-à-dire considérer que même si on sait, et tous les autres surveillants le savaient, que ce surveillant est tout le temps dans la provocation et que c'est donc plutôt lui qui pose problème, eh bien on ne peut pas se permettre de ne pas sanctionner puisque c'est une invective raciste supposée contre un surveillant et que donc il faut ménager la chèvre et le chou et qu'il faut essayer il faut montrer qu'on est sévère pour ne pas, dit-elle, c'est quand même cette phrase formidable, pour éviter que le surveillant ne se venge. Donc, mais vous voyez qu'on est bien loin quand même de ces logiques et de ces logiques dont je dirais que quelles qu'elles soient, toutes celles que je viens d'indiquer, utilitaristes, rétributivistes ou pacificatrices, comme dans ce cas-là, elles sont toutes rationnelles. Mais au fond, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est seulement dans le domaine de la rationalité lorsqu'on punit? Et le sociologue français Émile Durkheim disait qu'il y a toujours dans le châtiment un désir de vengeance, que ce soit de vengeance individuelle ou de vengeance de la société. Et Nietzsche allait plus loin. Il parlait du plaisir de faire souffrir, et qu'il écrit d'ailleurs en français dans son texte allemand. Et je crois qu'il faut réfléchir à cette dimension émotionnelle, affective du châtiment. C'est des foules qui peuvent se réjouir de voir quelqu'un puni, y compris d'ailleurs quelqu'un qui peut être innocent. Mais prenons simplement sur les institutions que j'ai étudiées, les policiers qui mettent des menottes de travers en sachant que ça va causer des douleurs importantes à la personne pendant tout le trajet qui va l'amener à la prison, au commissariat, ou d'ailleurs aussi parfois à la prison. Et ces menottes trop serrées et mal placées peuvent entraîner des compressions nerveuses qui, dans certains cas, peuvent même entraîner des paralysies définitives. C'est rare, heureusement. Quand on pense aux juges qui humilient publiquement dans les séances de comparution immédiate, et je vous invite à assister à ces séances pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est extrêmement instructif. Cette manière d'humilier les personnes qui comparaissent, au point que plusieurs me disaient, quand je les revoyais en prison ensuite, je n'avais qu'une hâte que le procès se termine et que je me retrouve enfin dans ma cellule. Tellement c'était insupportable de subir cette scène. Ou bien les surveillants qui, en prison, décident de donner une douche à un tel, mais pas à un autre, et surtout en faisant savoir au second, que le premier en a eu. On est là dans quelque chose qui est un spectacle de cruauté, petite cruauté, grande cruauté, et un spectacle de la cruauté. Il y a des cas que je rapporte dans le livre qui sont des cas malheureusement beaucoup plus dramatiques et terribles de cette cruauté.
Mais je crois qu'il faut vraiment penser à la prison dans cette, dans cette dimension de cruauté, de banalité de la cruauté dans le châtiment. La prison est toujours en excès de ce qu'elle est supposée sanctionner. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la prison est une privation de liberté, bien sûr elle l'est, mais elle est toujours bien plus que ça. Les surveillants qui disent très souvent, au fond ici, il ne leur manque qu'une chose, c'est la liberté. Mais c'est une incompréhension totale ou une volonté de ne pas comprendre ce qu'est la prison. La prison, c'est une privation de l'intimité. Un détenu, et d'autres faisaient part de la même chose, mais je me souviendrai en particulier, qui travaillait le matin et qui l'après-midi ne sortait pas en promenade, donc il ne sortait jamais en promenade, non pas parce qu'il avait peur de sortir, parce qu'il n'avait pas envie, mais parce que c'était l'après-midi, il était avec un ou deux autres détenus, et c'était le seul moment où il pouvait aller aux toilettes tranquillement. La privation d'intimité, la privation d'hygiène, la privation de sexualité, la privation de vie affective, de vie familiale, la privation de dignité dans les fouilles à corps, la privation d'autonomie dans les moindres décisions, aller prendre sa douche, de devoir demander, devoir parfois supplier quand il fait 35 dehors, qu'on revient de la promenade, qu'on est en sueur et qu'on aurait envie d'avoir une douche et qu'on ne l'obtient pas. Et puis, ce que me disait, qui me paraissait vraiment très profond, ce que m'ont dit plusieurs détenus, c'est la privation de l'expressivité des affects, l'impossibilité d'exprimer sa colère. Dans n'importe quelle situation sociale, on peut exprimer sa colère. Alors peut-être qu'on ne l'exprime pas devant ses collègues ou devant ses amis, mais quand on rentre chez soi, on va l'exprimer. Eh bien, en prison, on ne peut pas exprimer sa colère. Et pourtant, il y a de très nombreuses situations de frustration, d'indignation, dans lesquelles on voudrait pouvoir le faire, et on ne peut pas le faire parce que les conséquences seraient souvent désastreuses en termes de châtiment. Et ce que me disait de façon assez dramatique un détenu qui pourtant était considéré comme un détenu modèle, qui n'avait jamais eu de problème, etc., il disait ce qu'on fait ici, c'est qu'on nous prive de toute l'humanité, il disait de tout ce qui fait l'humanité de l'être humain. Alors, on peut juger que la formule est excessive, mais il y a quelque chose quand même de très profond qui est posé ici. Alors, dernière question, si cette souffrance, et surtout cet excès de souffrance dont je viens de parler, est toléré, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'une société tolère une telle souffrance et une telle question. Et je crois que se demander pourquoi la souffrance et pourquoi on tolère cet excès même de souffrance amène à se poser la question de qui punit-on ? Et donc la dernière question, la question de la distribution sociale. Un détenu avec lequel j'ai passé pas mal de temps me disait un jour, il était dans sa cellule et à l'heure de la promenade, il préférait être au calme dans sa cellule, il regardait par la fenêtre et il me disait, regardez, tous ces gens dehors, il disait, regardez, il y a que des Noirs et des Arabes ici. Et il me fait expliquer pourquoi il était lui-même en prison. Il avait une certaine quantité, alors pas simplement pour sa possession, mais il avait une quantité de cannabis avec lequel il avait été pris, quelques kilos avec lesquels il a été pris, et donc il avait été condamné. C'était un primo-délinquant, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il était prendre, et il avait eu, je crois, 3 ans de prison. Ce qui est beaucoup pour un primo-délinquant. Et il ne se plaignait pas d'avoir été puni,
mais il trouvait que c'était quand même très long. Et puis, il disait, parce qu'ils ont la télévision, ils voient des informations, et puis ils regardent beaucoup la télévision. Et il disait, moi je veux bien être puni, mais j'ai jamais volé, j'ai toujours payé mes impôts, et quand je vois Sarkozy et Cahuzac qui sont dehors, alors là, il disait, je vois l'injustice de la justice. Et évidemment, cette formule est assez saisissante. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il avait raison? Et dans l'établissement dans lequel j'ai travaillé, la moitié des détenus étaient sans emploi, quand c'est à peu près 10% dans la population générale, comme vous le savez. La moitié, donc. La moitié était sans profession, un quart était ouvrier, 4/10 étaient sans diplôme, et les 4 autres dixièmes avaient des diplômes professionnels. Et puis vous savez qu'on n'a pas... donc vous voyez cette distribution sociale, socio-économique, qui est tout à fait non représentative de la société. Et puis vous savez aussi qu'on n'a pas le droit en France de mesurer de quantifier la dimension ethno-raciale dans quelque domaine que ce soit. Et donc, à un moment donné, j'ai quand même décidé de faire... J'ai beaucoup hésité, d'abord parce que c'est illégal, puis deuxièmement, j'ai hésité aussi à publier ces données, parce que je me suis dit, ça va donner des arguments, si je démontre ce que je voyais et ce que ce détenu voyait, ça va donner des arguments à tous ceux qui pensent, ou à tous ceux qui, même sans le penser, mais instrumentalisent cette idée que c'est certaines parties de la population qui sont délinquants et criminels. J'ai voulu le faire quand même parce qu'il me paraissait quand même important de réfléchir sur cette question. Et dans cet établissement, qui par ailleurs avait beaucoup d'éléments communs avec les autres maisons d'arrêt au niveau national, alors, je ne vais pas le détailler, mais j'ai utilisé d'autres méthodes statistiques pour approcher ça, 76% des détenus, c'était des hommes, 76% appartenaient à des minorités. 33% des personnes noires, 33% des personnes arabes, et le reste principalement des personnes roms ou du voyage. Et si on regardait parmi les moins de 30 ans, les personnes noires et arabes représentaient les 3/4 de la population. Alors, quand on prend ces données, évidemment, elles sont à la fois saisissantes et préoccupantes. Et donc, la question qu'on se pose à la suite de cet homme, de ce que dit cet homme, c'est pourquoi il n'y a que des Noirs et des Arabes dans cette maison d'arrêt, plus largement dans les prisons françaises. Et la question donc de qui punit-on doit devenir la question que punit-on? Si on regarde simplement à titre indicatif, mais on pourrait donner de nombreux exemples, dans les années 2000, pendant une décennie, il y a une multiplication par 2 des condamnations pour stupéfiants. Une multiplication par 3 des condamnations, dans l'ensemble des condamnations pour stupéfiants. Une multiplication par 3 des condamnations pour seulement usage de stupéfiants, c'est-à-dire de cannabis, de fait. Multiplication par 3. Dans la même période, on a une diminution par 1/5 des condamnations pour criminalité économique et financière. Alors bien sûr, on peut se dire, oui, d'un côté, ça veut probablement dire qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent des produits, des drogues, et par ailleurs, de moins en moins de chefs d'entreprise ou d'hommes d'affaires qui tombent dans la délinquance et la criminalité.
Mais ce n'est pas ce que les chiffres nous disent. Les statistiques épidémiologiques nous montrent que dans cette période, il n'y a pas d'augmentation de la consommation et l'usage de drogue et de cannabis en particulier. Et qu'il n'y a pas non plus d'ailleurs de distribution particulière socio-économique, c'est-à-dire que ce n'est pas les milieux les plus défavorisés qui consomment plus. C'est à peu près égal sur l'ensemble, mais même très légèrement supérieur dans les classes moyennes, les enfants de classe moyenne. Et quand on regarde la délinquance économique et financière, on a les statistiques de la police. Or, ces statistiques, dans cette période-là, augmentent légèrement. Donc, elles augmentent légèrement, mais les condamnations diminuent significativement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans ce même temps, on a eu, d'une part, une politique de stigmatisation de certaines populations et de l'usage de cannabis dans ces populations, et une volonté de décriminaliser la criminalité économique et financière. Et c'est des choses qui ont été dites par le gouvernement de l'époque. Donc, quand il disait que, et on voit bien que les conséquences pour la société sont quand même plus graves lorsqu'on a affaire à des abus de biens sociaux, à de l'évasion fiscale, à de la corruption. Les conséquences pour la société sont quand même plus graves, quoi qu'on en pense par ailleurs, que l'usage de cannabis. Donc ça veut dire que la société choisit, évidemment, ce qu'elle préfère punir. Mais comment choisit-on ce qu'on préfère punir? Eh bien, on le choisit, et on revient à la question précédente, par qui on va considérer comme étant punissable et qui on va considérer comme étant épargnable. Qui veut-on épargner et qui veut-on punir? Et je dirais donc que cet homme qui me donnait qui faisait cette remarque, il réinventait à sa façon, en montrant, en évoquant à la fois qui était dans la cour et ce qu'il appelait l'injustice de la justice avec l'ancien président de la République et l'ancien ministre du Budget. Il reprenait une chose que Durkheim, encore lui, avait dite, à savoir que ça n'est pas que le châtiment n'est pas ce qui punit le crime, mais que le crime est ce qui est puni par le châtiment. C'est-à-dire que le crime est défini par le châtiment et non pas le châtiment défini par le crime. Ça n'est pas que le châtiment est une réponse au crime, c'est que le crime est ce que l'on décide de punir. Mais il ajoutait quelque chose, en cela il était peut-être déjà en quelque sorte, enfin plus marxiste en tout cas que Durkheim, c'est que ça n'était pas de n'importe quelle façon que se faisait cette distribution, mais que c'était en fonction d'une position dans la société. Alors, je vais en terminer là sur cette importante distinction que faisait Michel Foucault à la fin de Surveiller et punir, lorsqu'il disait qu'au fond, on peut se demander si le châtiment, plutôt que d'être là pour sanctionner des crimes ou pour faire baisser la criminalité, le châtiment et la prison en particulier, disait-il, est-ce que ça n'est pas plutôt pour différencier la société, pour distinguer ceux que l'on veut distinguer en fonction des actes qu'ils commettent et non pas en fonction de la gravité de ces actes? Alors, je conclus en vous disant qu'au terme de ce cheminement, à travers la définition, les justifications, la distribution du châtiment, qu'est-ce qui nous reste au fond de cette entité, le châtiment?
On voit qu'il n'est pas ce qu'on dit qu'il n'est pas justifié comme il est censé l'être, qu'il n'est pas réparti comme il devrait l'être, qu'il produit une souffrance qui est souvent doublement injuste, à la fois en termes de justice, c'est-à-dire de répartition, et de justesse, c'est-à-dire de proportion. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas le repenser, nous demander ce que signifie cette évolution du châtiment dans nos sociétés, nous demander à l'inverse quelle société voulons-nous. Alors, on peut avoir l'impression, à entendre les politiques et à voir l'évolution en France, on peut avoir l'impression que les choses non seulement sont allées de mal en pis du point de vue de la sévérité, mais qu'également on ne voit pas comment on pourrait sortir de cette évolution. Je crois que c'est le sentiment que beaucoup d'entre nous peuvent avoir. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que la France n'est pas le seul pays dans le monde, et que ce n'est pas le seul pays dans le monde qui a eu cette évolution. Mais on a déjà les exemples de quelques pays, notamment en Europe, qui ont inversé cette tendance. Ça a commencé vers les années 2005, il y en a peu, on les considère généralement comme des exceptions, mais elles sont intéressantes, ce ne sont pas des petites exceptions, parce que ce sont l'Allemagne, l'Autriche à un moindre degré, et les Pays-Bas encore à un degré plus élevé. Ce sont des pays qui ont commencé de façon significative à faire baisser leur population carcérale. Et même les États-Unis, ça peut paraître étonnant, les États-Unis ont l'impression que, en particulier avec le président actuel et ce qui a été la majorité des 2 premières années de son mandat, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants, on peut se dire qu'on était dans la situation la plus difficile pour réformer le système pénal. Eh bien, on a vu cette réforme s'engager. Elle avait commencé à le faire sous la présidence précédente d'Obama. On avait déjà une diminution de 200 000. 200 000, c'est énorme, mais enfin, quand on est à 2 300 000, on passe à 2 100 000, c'est pas si spectaculaire que ça, mais c'est déjà 200 000 personnes de plus qui sont libérées. Et puis, on a eu, il y a 2 semaines, pour la décision par la Chambre des représentants à majorité républicaine, le Sénat à majorité républicaine et le président, en accord pour signer, du début d'une réforme pénale qui va diminuer le nombre de personnes en prison, c'est le seul sujet sur lequel il y ait une convergence des républicains et des démocrates, dont vous savez que sur tout autre sujet, ils sont toujours opposés. C'est le seul sujet, pour des raisons certes différentes. Les républicains, à cause du coût excessif des prisons, donc pour des raisons économiques. Les démocrates, pour des raisons à la fois, je dirais, morales et électorales. Mais en tout cas, on arrive à ce résultat, et je fais moi-même partie d'une commission dans l'État du New Jersey où on travaille avec une équipe qui est dirigée par l'ancienne présidente de la Cour suprême du New Jersey, où on travaille justement sur une réforme pénale. Donc tout n'est peut-être pas perdu quand on voit que les 3 pays que je vous ai cités au début, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, ce sont des pays qui ont une majorité de droite, une majorité conservatrice. Et les États-Unis, n'en parlons pas. Donc, même dans ces pays-là, il est possible d'avoir une évolution. Peut-être qu'un jour, nos politiciens, peut-être à gauche, peut-être même à droite, auront le courage d'aborder ces questions. Et je voudrais simplement vous laisser avec une citation de Claude Lévi-Strauss, qui disait, avec une certaine ironie bien sûr, à la fin de Triste Tropique, « Certains usages qui nous sont propres, considérés par un observateur relevant d'une société différente, lui apparaîtraient de même nature que cette anthropophagie qui nous semble étrangère à la notion de civilisation. Je pense à nos coutumes judiciaires et pénitentiaires. » Merci.
on vous propose maintenant de réagir, de faire un certain nombre de remarques ou de questions par rapport à tout ce que vient de nous dire. Il nous va quand même en question. Moi, c'est une question. Tu la marche, Patricia. Est-ce que vous êtes optimiste pour la France, là, dans la question, parce qu'on parle de plus en plus qu'on va construire une prison en France? Alors, est-ce que je suis optimiste? A priori, non. Tout simplement parce que je suis réaliste et que je vois qu'on a eu une élection présidentielle suivie par des élections législatives au cours desquelles il n'a quasiment pas été question de ce problème que je considère comme un sujet majeur pour nos sociétés, et que les seules réponses qui ont été apportées l'ont été, ou les seules tentatives de mise en avant de cette question l'ont été par des partis de droite et d'extrême droite, sous l'angle de l'augmentation du nombre de places dans les prisons. Donc, je dirais que il y a beaucoup d'éléments pour ne pas être optimiste. Cependant, ce par quoi j'ai terminé avec ce rappel de quelques pays qui avaient suivi une évolution inverse et qui, encore une fois, ne sont pas des pays qui sont dominés par des majorités très progressistes. Eh bien, ce sont des pays qui ont commencé à avoir une évolution dans le sens inverse. Et donc, je ne sais pas à quel moment et ce qui pourrait déclencher un renversement des choses. Je ne sais pas quel homme politique ou quelle femme politique aurait le courage de poser des questions, par exemple, voulons-nous plus de personnes en prison, sachant que dire plus de personnes en prison, certes, c'est des peines plus longues, mais c'est aussi, comme je l'ai dit au début, des gens qui entrent en prison pour des délits beaucoup plus faibles, et donc qui entrent en prison pour peu de temps. Donc entrer en prison pour 1 mois, parfois j'ai vu ça, entrer en maison d'arrêt pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, 6 mois pour une récidive de conduite après retrait des points de permis, 1 an pour circuler sur un scooter volé par un camarade. Donc tout ça, toutes ces petites peines, c'est celles-là qui nourrissent la prison. L'essentiel du débat sur la prison en France, comme dans bien d'autres pays, porte sur les crimes les plus odieux. C'est ça que vous allez à chaque fois avoir. Voulez-vous avoir dans la rue des gens? Là, plus de 90% des personnes qui entrent en prison, c'est pas qui sont en prison, parce qu'il y en a qui ont des peines longues, mais qui entrent en prison, sont des personnes qui ont des peines courtes, des peines de moins de 2 ans. Ces peines de moins de 2 ans sont des peines qui sont aménageables. Est-ce que vous avez suivi l'affaire, non pas l'affaire, mais le jugement de l'affaire Cahuzac? En première instance, il prend 3 ans. 3 ans, ça n'est pas aménageable. 3 ans ferme. 3 ans ferme, ça n'est pas aménageable. Il fait appel. Et son avocat et lui-même disent je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas montrer devant mes enfants que je vais en prison. Et on sait que si c'est ramené à 2 ans, ce sera aménagé. Le juge décide de ramener à 2 ans et c'est aménagé. Il n'aura pas mis les pieds en prison. Tant mieux pour lui. Je ne suis pas quelqu'un qui vient ici pour prôner la prison. Mais je me dis, à quel jeune ou à quel adulte qui se présente en comparution immédiate
Va-t-on laisser dire aménagez-moi ma peine de 6 mois parce que mes enfants, parce que mes parents vont être... On n'entend pas ça. Donc je crois que si donc on avait des responsables politiques qui disaient les peines, comme en Allemagne, les peines les plus courtes, c'est-à-dire les peines de moins de 2 ans, doivent être aménagées jusqu'à preuve du contraire. Et elles peuvent ne pas l'être si le juge donne une raison particulière pour qu'elles ne le soient pas. 6 mois, c'est automatique. 2 ans, c'est... Et donc, il y a d'autres peines qui existent. Mais il faudrait... Et donc si on avait des responsables politiques qui disaient d'autres peines existent, et là, en punissant plus, on punit des gens qui vont être désocialisés, avec des conséquences pour leur famille, avec des conséquences pour leur quartier, souvent, eh bien, ça va entraîner plus de récidives. Donc, ce que vous êtes en train de faire en ayant plus de sévérité, c'est plus d'inégalité, plus d'insécurité. Est-ce la société que vous voulez? Si on demande ça aux gens, peut-être qu'ils répondront autrement. Pour l'instant, on n'a pas entendu. Et dans cette gestion de la sanction, quel part faites-vous entre le législateur et la magistrature? Alors c'est une question importante que j'ai peu développée ici, à laquelle j'ai prêté beaucoup plus d'attention dans L'ombre du monde et puis dans Punir, parce que effectivement, lorsque les directeurs de prison disent on est le bout de la chaîne, on peut dire que presque au bout de la chaîne, il y avait les magistrats. Mais au début de la chaîne, il y avait les médias, il y avait les décideurs, il y avait le législateur, et donc, on peut même dire la société dans son ensemble. Et au fond, les magistrats sont, pour partie en tout cas, tenus d'appliquer des lois qui, dans certains cas, sont très clairement répressives, les peines planchers, mais d'une manière générale, je dirais, garde une grande marge de manœuvre. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est assez remarquable, c'est que les juges ont réussi dans leur grande majorité à être de plus en plus convaincus, à se convaincre de plus en plus qu'il fallait être plus sévère. Et ça, c'est... alors, c'est-à-dire, il n'y a pas que le législateur, et le législateur joue un rôle évidemment très important, vous avez raison de le rappeler. Et entre les deux, entre le législateur et la magistrature, il y a les policiers. Et les policiers comme j'en ai donné un exemple tout à l'heure, ont eu tendance ces dernières années à devenir de plus en plus, non seulement de plus en plus sévères, mais en visant de plus en plus clairement certaines populations. Lorsque j'ai fait mes enquêtes, il m'est arrivé plusieurs fois d'être dans le véhicule de patrouille et on s'arrêtait devant un bar où des jeunes, dedans et dehors, c'était au printemps, des jeunes étudiants d'école de commerce venaient fêter la fin des examens. Donc ils buvaient, puis ils fumaient, et ils ne fumaient pas que du tabac. Et donc on les voyait, et voilà. Et puis on était là, comme ça, on discutait en voiture, il y avait des petits commentaires, comment est-ce qu'ils peuvent se payer des études à ce prix-là, comment ils se mettent dans cet état, on va leur piquer leur téléphone, etc. Il y avait des petits commentaires comme ça. Et puis au bout de 2 heures, on partait, et puis on allait faire les cités, et dans les cités, on allait
vérifier les identités et fouiller des jeunes qui, eux, n'avaient aucun signe extérieur de consommation de hashish. Je ne dis pas qu'ils ne consommaient pas, peut-être qu'ils avaient, en voyant arriver la voiture, même banalisé, qu'ils savaient reconnaître, évidemment. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas jeté leur joint un peu plus loin, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas de signe. Et donc, ils devaient subir cette opération humiliante et pénible plusieurs fois par semaine, souvent. Et je me disais, là, il y a quand même quelque chose qui est, à l'évidence, une discrimination qui s'opère, puisque certains, de façon évidente, sont en train de consommer, d'autres n'ont pas l'air de consommer, et c'est vers les seconds qu'on va pour les plier. Il y a évidemment une discrimination. Puis après, je me suis demandé à un moment donné, mais au fond, quel sens ça a d'aller devant ce bar si c'est pas pour les interpeller ou les fouiller et encore une fois, je ne suis pas pour qu'on fouille, qu'on interpelle, mais je me demandais quand même pourquoi. Et j'ai compris, et d'ailleurs je l'ai compris en discutant avec les policiers, qu'en fait, ils restaient là pour protéger cette jeunesse dorée de la jeunesse des quartiers qui aurait pu profiter de leur état pas très net pour venir leur voler leur téléphone ou peut-être les agresser. Donc c'était la raison de leur présence. Et donc voilà, donc il y a toute une chaîne, ce que les spécialistes appellent, les criminologues appellent une chaîne pénale qui va de l'état du débat public, des médias, de l'exécutif, du législateur, et qui va jusqu'au magistrat. Bonsoir, je suis moi-même magistrat, je suis délégué régional du syndicat de la magistrature. Et au syndicat de la magistrature, alors certes on est minoritaire dans ce corps particulier, je suis très sensible à votre discours sur le populisme pénal, je le constate quotidiennement, y compris en interne. Mais au syndicat de la magistrature, on est favorable on ne croit pas du tout à la thèse de construction des prisons et on améliorera le sort des détenus et on réduira la délinquance. On est plutôt favorable au système de la numerus clausus. Vous n'avez pas évoqué cette solution qui n'est pas la panacée, mais qui contraindrait le système judiciaire et le système policier par voie de conséquence, à n'emprisonner que sous réserve qu'il y ait une place dans un lieu de détention, une place digne, donc pas de matelas par terre, pas de surpopulation carcérale, et donc de devoir gérer une population pénale en fonction des châtiments, pour reprendre des châtiments que le système pénal serait amené à prononcer. Avec je dirais, les défauts du système qu'on devine, mais au moins cette garantie de ne jamais atteindre les niveaux de surpopulation pénale qui entraînent des conditions indignes de détention, qui entraînent, je dirais, la récidive, tout ce qu'on connaît, d'éléments négatifs, des conséquences négatives de la détention. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, je vous remercie. Comme vous avez vu, je n'ai pas donné de solution. Enfin, je peux en donner là dans mon analyse et dans mon livre. Volontairement, je n'en donne pas pour deux raisons. La première raison, c'est que je pense qu'il est important pour les chercheurs comme moi de poser des éléments d'une réflexion collective, enfin qui peut devenir collective, et donc d'une critique du châtiment tel que je l'ai présenté brièvement ici. Et deuxièmement, parce que je pense qu'il y a un ensemble d'acteurs compétents qui doivent s'emparer, alors pas forcément sur la base de ce que j'ai présenté, mais qui doivent s'emparer, et qui s'emparent du reste, de ces questions.
Donc, bien sûr, dont les magistrats, en tout cas ceux qui ont envie de réfléchir sérieusement sur, et pas simplement, disons, défendre leur corporation et ce qu'ils ont bien sûr tout à fait le droit de faire aussi, mais disons en tout cas réfléchir vraiment sur le sens de leur travail. Donc cela étant, ces deux éléments étant donnés, je ne veux pas me dérober non plus à des choses très pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Et je pense que, alors je ne vais pas spécialement travailler sur ce numerus clausus, mais je pense qu'en tout cas, c'est ne serait-ce que poser ça dans le débat de façon forte, c'est quelque chose qui, du reste, pourrait même, je pense, recevoir, ou peut-être a déjà reçu, l'assentiment ou le soutien des gens qui travaillent en prison. Les gens qui travaillent en prison sont aussi victimes de cette surpopulation. Mais bien sûr, c'est avant tout les personnes détenues qui le sont. Un directeur de prison me disait la plus grande violence et la première violence en prison, c'est la surpopulation. Mais du reste, on voit bien dans l'idée du numerus clausus que vous proposez, on voit bien qu'il y a deux éléments. Il y a d'une part, et c'est intéressant parce que ça joue sur dans le châtiment, il y a deux dimensions, disons, pour être simple. Il y a le pénal et le pénitentiaire. Il y a les sanctions qu'on donne et ce qui se passe dans la prison. Et dans le numerus clausus que vous proposez, vous touchez les deux dimensions. D'une part, vous touchez bien sûr la dimension pénale, puisque si on a 70 000 personnes en prison, s'il faut qu'on descende à 50 000, ben, il va falloir trouver les moyens pour faire sortir 20 000 personnes et puis ne pas en rajouter tant qu'on n'a pas fait sortir d'autres. Bon. Donc on voit que ça impose une réforme pénale et en même temps ça implique une transformation des conditions pénitentiaires, c'est-à-dire de dignité dans les prisons. Donc, je vois peu de responsables politiques qui auraient actuellement le courage de soutenir ça, mais comme vous le savez mieux que moi, mais je le dis pour d'autres, on a quand même une loi qui oblige à l'encellulement individuel depuis la fin du XIXe siècle. Hein. Donc, les moratoires se succèdent de 5 ans ou de 10 ans en 5 ans ou 10 ans, mais on a cette obligation légale. Hein. Donc l'État ne respecte pas la loi qu'il a votée, et donc je trouve que le numerus clausus est une forme intéressante. Pensons qu'aux Pays-Bas, ils sont aujourd'hui en train de fermer certaines prisons ou de louer des cellules aux Belges. Ils n'ont pas encore compris qu'on pouvait peut-être diminuer. Hein. Donc il y a des pays où et encore une fois, avec un régime qui n'est pas progressiste, pas spécialement progressiste. Hein. Donc oui, moi je trouve que c'est certainement une initiative et une bonne façon, au fond, de mettre clairement les termes d'un débat. Oui, je voulais juste une question, je ne connais pas bien. Est-ce qu'il y a eu des études de fait sur l'efficacité des litiges, des travaux d'intérêt général? Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai peu travaillé, enfin je n'ai pas travaillé, donc ce que je vais vous dire est assez vague, et peut-être d'ailleurs dans la salle, y a-t-il des personnes qui seraient mieux capables que moi de répondre. Ce qui est certain, c'est que les alternatives à la prison en général, et encore une fois, on parle là de peines qui seraient relativement, qui sont des peines relativement courtes, hein, des peines de jusqu'à 2 ans. Les alternatives à la prison sont statistiquement ont des résultats plus favorables en termes de baisse de récidive. Et notamment par rapport à la récidive. Par rapport à la récidive, alors ça ne supprime pas les récidives, hein, on est selon les études,
on passe de 60 à 40 ou de 55 à 40. Enfin, vous voyez, c'est en termes de récidive. Mais il n'y a pas que la question de la récidive. Je pense qu'il y a aussi la question de quelle société on veut et comment est-ce qu'on veut sanctionner des gens qui commettent des délits qui sont malgré tout mineurs. Et donc proposer des travaux d'intérêt général, c'est aussi dire à la société, ben, vous voyez, ces gens-là, on ne les désinsère pas. On va faire des choses pour qu'au contraire, ils retrouvent une place dans la société, sous une forme certes punitive, mais qui n'est pas excluante comme... Tout à fait. Mais justement, derrière ça, j'avais aussi dans l'idée, est-ce qu'on propose, enfin, qui propose la possibilité d'un litige au niveau des collectivités, par exemple, ou d'un certain nombre de structures, et est-ce qu'il y a suffisamment d'offres, entre guillemets, pour que... Enfin, d'offres, vous comprenez ce que je veux dire, pour qu'il puisse y avoir une plus grande utilisation de cette peine, entre guillemets. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de cette question, donc si d'autres que moi dans la salle peuvent y répondre, je vais vous laisser pourra répondre. Mais il y a quand même, de façon à la fois au niveau des collectivités et au niveau des services pénitentiaires d'insertion et de probation, il y a un déficit de ressources. Alors, ça dépend des endroits, mais je vous laisse la parole. Moi, je suis en charge d'un service qui met en œuvre les décisions, les décisions des magistrats, et notamment les TIG, vous évoquiez très bien la question, et service pénitentiaire d'insertion de probation au service de la protection de la jeunesse. Je vous confirme qu'on manque de lieux de TIG, puisqu'en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la société veut pour la réhabilitation des personnes sous injustice. Et les collectivités et les associations doivent contribuer à cette justice d'une certaine façon, puisqu'on ne peut pas contraindre les collectivités ou les associations, mais nous, force est de constater malheureusement qu'on manque de place, et aussi bien sur des places diversifiées, puisque là, les mineurs ou les jeunes majeurs ou les adultes peuvent être en demande, par ailleurs, parce qu'ils sont en emploi ou ils sont en recherche d'insertion, du coup d'avoir des lieux, des postes de TIG le week-end ou les soirs, et c'est très difficulté de trouver des associations, des collectivités qui jouent au jeu, puisque sans l'Israël, donc ne pas mettre une mesure judiciaire qui a la particularité d'être soumise à l'accord au moment du jugement. C'était bien là, maintenant. Je voudrais intervenir une seconde. Je voudrais juste pour compléter ce qui a été dit, Gilles. De plaisir d'assister aux journées nationales de la Farapel il y a quelques mois où était présente ce qu'on peut mettre en équivalent comme le ministre de la Justice belge, on pourrait dire comme ça, et qui, elle, expliquait très concrètement, chiffre à la pluie, que les aménagements de peine, finalement les alternatives aux peines, ne diminuaient pas le taux d'emprisonnement. Et ça, c'est assez étonnant, et ça revient vers vos préoccupations liées à la punition, justement. Ça réinterroge différemment la punition, et les chiffres l'indiquaient. Donc les Belges, comme la France, ont été régulièrement condamnés pour leurs problèmes d'incarcération, justement, et elle attestait, elle était affligée par ça, de cette réalité. C'est-à-dire que toutes les mesures alternatives n'ont pas été des alternatives à moins d'emprisonnement. Et ça aussi, c'est une réalité qu'il faut tenir compte. Et pour le coup, on trouve des éléments de réponse dans votre approche, complexe, mais aussi dynamique, du processus de punition, finalement. Enfin, je vous laisse parler, mais par rapport à ça, c'est effectivement très important parce qu'on se concentre beaucoup sur la prison et avec, je crois, des raisons évidemment très légitimes. Mais comme je l'ai dit au début dans les chiffres, il y a eu sur les 20 dernières années, il y a un doublement de la population carcérale, mais il y a un quadruplement de la population sous main de justice en milieu ouvert. Donc ça veut dire, et c'est ce que répondent par exemple
les ministres ou c'est dire mais regardez, on met de plus en plus en milieu ouvert. Oui, mais on met aussi de plus en plus en prison. Donc il y a les deux, et effectivement le milieu ouvert augmente encore plus dans ces périodes, et donc on voit que c'est pas que ça n'est pas une solution, mais c'est que c'est une punition dure à laquelle s'ajoute de façon encore plus démultipliée une punition un peu moins disons, excluante. C'est bon, donc, quand on est dans une institution anti-italienne, par exemple, et sollicité pour litige, il est évident qu'il faut que la direction du centre hospitalier soutienne l'équipe qui accueille. Parce que, est-ce que les gars veulent, en général, par exemple, pour les ateliers, ce qu'ils veulent, c'est pour les composants, qu'est-ce que vous voulez, etc. Il ne s'agit pas d'organiser, il s'agit de dire pourquoi il est là et comment il va l'aider. Donc, effectivement, de par le travail qu'ils vont faire en commun, à faire en sorte qu'ils puissent se réinsérer sur le plan social et économique. C'est ça, donc, la direction du centre hospitalier doit encourager, donc, à soutenir ces équipes-là pour pouvoir réussir. Autre intervention? Non. Bon, bah écoutez, on va clore ce sujet en remerciant vraiment d'une façon très vive Didier Fassin pour tout le questionnement qui... Ah, pardon, oui, bien sûr. Mais d'abord, je commence par les remerciements qui m'apparaissent très importants. Et notamment par rapport à tout le questionnement que vous avez pu nous apporter de façon à ce qu'on pense bien également ce problème de ce que je vais appeler la sanction, dans un terme volontairement vague, autrement que comme justement peine de sanction. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que notre société et nous en même temps, on a là certainement quelque chose à penser, à réfléchir et à agir par rapport à cette situation qui est aussi un test pour notre société. Ça, j'en suis persuadée, et notamment par rapport aux jeunes. Alors, je voulais aussi dire, parce que sinon je vais me faire gronder, vous avez des livres de Didier Fassin qui sont à votre disposition, bien sûr. Complexe qui expliquent cette évolution et qui ne sont pas liés au fait qu'on a mis plus de gens en prison. Quant au rétributivisme, l'idée que on a commis quelque chose, on doit être puni, on peut penser qu'il y a une logique évidemment à ça, hein, et que c'est une logique même qui fait plaisir à beaucoup de gens, dire voilà, il a fait une infraction, a fortiori si c'est un délit ou un crime, eh bien il doit être puni. Sauf que si on réfléchit aujourd'hui aux peines qui sont administrées, on voit qu'on a tout de même des gens qui vont en prison, comme je le disais tout à l'heure, pour des retraits de points sur leur permis, qu'on a des gens qui vont en prison pour
usage et possession de cannabis, drogue qui, je vous le rappelle, est dépénalisée dans pratiquement tous les pays d'Europe. Dépénalisée ne veut pas dire légalisée, autorisée, mais dépénalisée. Donc la question c'est, est-ce qu'on a là une équivalence entre la souffrance et le délit qui a été commis? Mais la question qu'on peut aussi se poser, au-delà de savoir si l'utilitarisme ou le rétributivisme fonctionne comme prévu, c'est est-ce qu'au fond, les justifications sont toujours celles-là? Et Nietzsche, toujours dans la généalogie de la morale, dit les justifications, comment on justifie pourquoi est-ce qu'on punit? La liste des raisons est extraordinairement longue. Il en donne, je crois, une quinzaine de raisons, dont les deux que je vous ai données là. Et en fait, on se rend compte que dans un grand nombre de cas, le châtiment ne correspond pas à l'une de ces deux théories idéales qui sur un plan idéal, elles ont leur valeur. Il y a beaucoup de philosophes qui continuent à travailler là-dessus, mais la personne qui observe ou la personne qui a malheureusement été en prison sait que ça ne se passe pas comme ça. Et je vais vous donner brièvement un extrait d'une commission de discipline. Commission de discipline, c'est donc une commission qui va juger dans le cadre de la prison une faute qui a été commise dans le cadre de la prison. On ne parle pas dans ce cas-là de délit ou de crime, on parle de faute. Donc j'observais l'une de ces commissions de discipline, parmi bien d'autres. Un détenu est conduit dans la salle exiguë située à l'entrée du quartier disciplinaire où se tiennent les audiences de la commission de discipline. Derrière le petit pupitre de bois qui sert de bar, il fait face, l'allure patibulaire, aux 3 personnes chargées de le juger. Un directeur adjoint, un membre du personnel et un volontaire de la société civile. Il est accusé d'avoir proféré des invectives à caractère raciste à l'encontre d'un surveillant noir lors de la remontée de promenade quelques semaines plus tôt. Normalement, dans ces cas, un compte-rendu d'incident et un rapport d'enquête complémentaire par le chef de bâtiment sont joints au dossier. En l'occurrence, la commission ne dispose que de la déclaration du surveillant, dont le nom n'est même pas révélé aux prisonniers. Sans témoin, sans précision, sans investigation, l'affaire est pour le moins inhabituelle. Ignorant qui est son accusateur et ce que sont les circonstances, l'homme semble déconcerté. « Je ne sais même pas c'est qui », s'exclame-t-il. Peut-être par excès de confiance, il n'a pas sollicité, comme la loi le prévoit, un avocat. S'exprimant maladroitement, il répète qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Faute d'éléments substantiels dans le dossier, le directeur adjoint se contente d'énumérer la trentaine d'incidents qui ont déjà émaillé le séjour de ce détenu, comme s'il s'agissait de preuves permettant d'attester l'épisode récent. Frustré d'avoir le sentiment de n'avoir pu se défendre, le prisonnier est conduit dans une cellule en attendant la décision. Pendant la délibération, à laquelle je n'assiste pas, un officier stagiaire qui assistait comme moi à l'audience me dit que dans l'établissement où il travaille depuis 10 ans, jamais une affaire aussi peu documentée n'aurait pu être jugée. Quelques instants plus tard, nous sommes rappelés dans la salle d'audience, ainsi que, bien sûr, le détenu. En s'entendant condamné à 7 jours de quartier disciplinaire, l'homme ne peut réprimer un geste de colère. D'un coup de poing, il frappe et brise le pupitre. 3 surveillants qui se trouvaient dans la coursive se précipitent à l'intérieur, plaquent le détenu contre le mur et lui passent les menottes. Tandis qu'il proteste bruyamment contre l'injustice dont il se dit victime, l'homme est conduit en cellule disciplinaire. Le représentant de la société civile qui a participé au jury me commente en aparté que si le détenu faisait appel, il aurait sûrement gain de cause. Mais ce dernier n'est probablement même pas informé de cette possibilité. Non seulement il va rester confiné pendant une semaine, mais l'incident et sa sanction vont aussi affecter ses crédits de réduction de peine, empêcher ses sorties en permission et retarder la perspective d'un aménagement. En prison, un même acte donne souvent lieu à de multiples sanctions qui ont notamment pour effet de prolonger l'incarcération. Un autre directeur adjoint m'explique plus tard que même quand ils ne sont pas convaincus par la version des faits fournie par le surveillant, notamment lorsqu'il s'agit d'un agent connu pour son comportement agressif ou provocateur, les membres d'une commission de discipline ne peuvent pas se permettre de paraître le désavoué en ne prononçant pas une sanction. Celui d'entre nous qui dit qu'il juge uniquement en fonction des faits et du détenu ne dit pas la vérité.
Commentant une série de peines de quartier disciplinaire récemment décidées pour des fautes mineures qui se sont produites dans un contexte de tension au sein de l'établissement, il ajoute que punir les prisonniers, même lorsqu'il est évident qu'ils n'ont fait que répondre aux provocations d'un agent, permet de satisfaire et d'apaiser le personnel. Ça évite aux surveillants de vouloir se venger sur les détenus, conclut-il sans embâge. Donc on voit que dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans le registre de l'utilitarisme ou de la rétribution. On est tout simplement dans un registre qui peut se comprendre dans le cadre de la politique de la prison, c'est-à-dire considérer que même si on sait, et tous les autres surveillants le savaient, que ce surveillant est tout le temps dans la provocation et que c'est donc plutôt lui qui pose problème, eh bien on ne peut pas se permettre de ne pas sanctionner puisque c'est une invective raciste supposée contre un surveillant et que donc il faut ménager la chèvre et le chou et qu'il faut essayer il faut montrer qu'on est sévère pour ne pas, dit-elle, c'est quand même cette phrase formidable, pour éviter que les surveillants ne se vengent. Donc, mais vous voyez qu'on est bien loin quand même de ces logiques et de ces logiques dont je dirais que quelles qu'elles soient, toutes celles que je viens d'indiquer, utilitaristes, rétributivistes ou pacificatrices, comme dans ce cas-là, elles sont toutes rationnelles. Mais au fond, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est seulement dans le domaine de la rationalité lorsqu'on punit? Et le sociologue français Émile Durkheim disait qu'il y a toujours dans le châtiment un désir de vengeance, que ce soit de vengeance individuelle ou de vengeance de la société. Et Nietzsche allait plus loin. Il parlait du plaisir de faire souffrir, et qu'il écrit d'ailleurs en français dans son texte allemand. Et je crois qu'il faut réfléchir à cette dimension émotionnelle, affective, du châtiment. C'est des foules qui peuvent se réjouir de voir quelqu'un puni, y compris d'ailleurs quelqu'un qui peut être innocent. Mais prenons simplement sur les institutions que j'ai étudiées, les policiers qui mettent des menottes de travers en sachant que ça va causer des douleurs importantes à la personne pendant tout le trajet qui va l'amener à la prison, au commissariat, ou d'ailleurs aussi parfois à la prison. Et ces menottes trop serrées et mal placées peuvent entraîner des compressions nerveuses qui, dans certains cas, peuvent même entraîner des paralysies définitives. C'est rare, heureusement. Quand on pense aux juges qui humilient publiquement dans les séances de comparution immédiate, et je vous invite à assister à ces séances pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est extrêmement instructif. Cette manière d'humilier les personnes qui comparaissent, au point que plusieurs me disaient, quand je les revoyais en prison ensuite, je n'avais qu'une hâte que le procès se termine et que je me retrouve enfin dans ma cellule. Tellement c'était insupportable de subir cette scène. Ou bien les surveillants qui, en prison, décident de donner une douche à un tel, mais pas à un autre, et surtout en faisant savoir au second, que le premier en a eu. On est là dans quelque chose qui est un spectacle de cruauté, petite cruauté, grande cruauté, et un spectacle de la cruauté. Il y a des cas que je rapporte dans le livre qui sont des cas malheureusement beaucoup plus dramatiques et terribles de cette cruauté. Mais je crois qu'il faut vraiment penser à la prison dans cette dans cette dimension de cruauté, de banalité de la cruauté dans le châtiment. La prison est toujours en excès de ce qu'elle est supposée sanctionner. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la prison est une privation de liberté, bien sûr elle l'est, mais elle est toujours bien plus que ça. Les surveillants qui disent très souvent, au fond ici, il ne leur manque qu'une chose, c'est la liberté.
Mais c'est une incompréhension totale ou une volonté de ne pas comprendre ce qu'est la prison. La prison, c'est une privation de l'intimité. Un détenu, et d'autres faisaient part de la même chose, mais je me souviens d'un en particulier, qui travaillait le matin et qui, l'après-midi, ne sortait pas en promenade, donc il ne sortait jamais en promenade. Non pas parce qu'il avait peur de sortir, parce qu'il n'avait pas envie, mais parce que c'était l'après-midi, il était avec un ou deux autres détenus, et c'était le seul moment où il pouvait aller aux toilettes tranquillement. La privation d'intimité, la privation d'hygiène, la privation de sexualité, la privation de vie affective, de vie familiale, la privation de dignité dans les fouilles à corps, la privation d'autonomie dans les moindres décisions, aller prendre sa douche, de devoir demander, devoir parfois supplier quand il fait 35 dehors, qu'on revient de la promenade, qu'on est en sueur et qu'on aurait envie d'avoir une douche et qu'on ne l'obtient pas. Et puis, ce que me disait, qui me paraissait vraiment très profond, ce que m'ont dit plusieurs détenus, c'est la privation de l'expressivité des affects, l'impossibilité d'exprimer sa colère. Dans n'importe quelle situation sociale, on peut exprimer sa colère. Alors peut-être qu'on ne l'exprime pas devant ses collègues ou devant ses amis, mais quand on rentre chez soi, on va l'exprimer. Eh bien, en prison, on ne peut pas exprimer sa colère. Et pourtant, il y a de très nombreuses situations de frustration, d'indignation, dans lesquelles on voudrait pouvoir le faire, et on ne peut pas le faire parce que les conséquences seraient souvent désastreuses en termes de châtiment. Et ce que me disait de façon assez dramatique un détenu qui pourtant était considéré comme un détenu modèle, qui n'avait jamais eu de problème, etc., il disait ce qu'on fait ici, c'est qu'on nous prive de toute l'humanité, il disait de tout ce qui fait l'humanité de l'être humain. Ce qu'il disait. Alors, on peut juger que la formule est excessive, mais il y a quelque chose quand même de très profond qui est posé ici. Alors, dernière question, si cette souffrance, et surtout cet excès de souffrance dont je viens de parler, est toléré, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'une société tolère une telle souffrance et une telle question. Et je crois que se demander pourquoi la souffrance et pourquoi on tolère cet excès même de souffrance amène à se poser la question de qui punit-on ? Et donc la dernière question, la question de la distribution sociale. Un détenu avec lequel j'ai passé pas mal de temps me disait un jour, il était dans sa cellule et à l'heure de la promenade, il préférait être au calme dans sa cellule, il regardait par la fenêtre et il me disait, regardez, tous ces gens dehors, il disait, regardez, il y a des Noirs et des Arabes ici. Et il me fait expliquer pourquoi il était lui-même en prison. Il avait une certaine quantité, alors pas simplement pour sa possession, mais il avait une quantité de cannabis avec lequel il avait été pris, quelques kilos avec lesquels il a été pris, et donc il avait été condamné. C'était un primo-délinquant, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il se fait prendre, et il avait eu, je crois, 3 ans de prison. Ce qui est beaucoup pour un primo-délinquant. Et il ne se plaignait pas d'avoir été puni, mais il trouvait que c'était quand même très long. Et puis, il disait, parce qu'ils ont la télévision, ils voient des informations, et puis ils regardent beaucoup la télévision. Et il disait, moi je veux bien être puni, mais j'ai jamais volé, j'ai toujours payé mes impôts. Et quand je vois Sarkozy et Cahuzac qui sont dehors, alors là, il disait, je vois l'injustice de la justice. Et évidemment, cette formule est assez saisissante. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il avait raison ?
Et dans l'établissement dans lequel j'ai travaillé, la moitié des détenus étaient sans emploi, quand c'est à peu près 10% dans la population générale, comme vous le savez. La moitié, donc. La moitié était sans profession, un quart était ouvrier, 4/10 étaient sans diplôme, et les 4 autres dixièmes avaient des diplômes professionnels. Et puis vous savez qu'on n'a pas... donc vous voyez cette distribution sociale, socio-économique, qui est tout à fait non représentative de la société. Et puis vous savez aussi qu'on n'a pas le droit en France de mesurer de quantifier la dimension ethno-raciale dans quelque domaine que ce soit. Et donc, à un moment donné, j'ai quand même décidé de faire... J'ai beaucoup hésité, d'abord parce que c'est illégal, puis deuxièmement, j'ai hésité aussi à publier ces données, parce que je me suis dit, ça va donner des arguments, si je démontre ce que je voyais et ce que ce détenu voyait, ça va donner des arguments à tous ceux qui pensent, ou à tous ceux qui, même sans le penser, mais instrumentalisent cette idée que c'est certaines parties de la population qui sont délinquants et criminels. J'ai voulu le faire quand même parce qu'il me paraissait quand même important de réfléchir sur cette question. Et dans cet établissement, qui par ailleurs avait beaucoup d'éléments communs avec les autres maisons d'arrêt au niveau national, je ne vais pas le détailler, mais j'ai utilisé d'autres méthodes statistiques pour approcher ça, 76% des détenus, c'était des hommes, 76% appartenaient à des minorités. 33% des personnes noires, 33% des personnes arabes, et le reste principalement des personnes roms ou du voyage. Et si on regardait parmi les moins de 30 ans, les personnes noires et arabes représentaient les 3/4 de la population. Alors, quand on prend ces données, évidemment, elles sont à la fois saisissantes et préoccupantes. Et donc, la question qu'on se pose à la suite de cet homme, de ce que dit cet homme, c'est pourquoi il n'y a que des Noirs et des Arabes dans cette maison d'arrêt, plus largement dans les prisons françaises. Et la question donc de qui punit-on doit devenir la question que punit-on? Si on regarde simplement à titre indicatif, mais on pourrait donner de nombreux exemples, dans les années 2000, pendant une décennie, il y a une multiplication par 2 des condamnations pour stupéfiants. Une multiplication par 3 des condamnations, de l'ensemble des condamnations pour stupéfiants. Une multiplication par 3 des condamnations pour seulement usage de stupéfiants, c'est-à-dire de cannabis, de fait. Multiplication par 3. Dans la même période, on a une diminution par 1/5 des condamnations pour criminalité économique et financière. Alors bien sûr, on peut se dire, oui, d'un côté, ça veut probablement dire qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent des produits, des drogues, et par ailleurs, de moins en moins de chefs d'entreprise ou d'hommes d'affaires qui tombent dans la délinquance et la criminalité. Mais ce n'est pas ce que les chiffres nous disent. Les statistiques épidémiologiques nous montrent que dans cette période, il n'y a pas d'augmentation de la consommation et l'usage de drogue et de cannabis en particulier. Et qu'il n'y a pas non plus d'ailleurs de distribution particulière socio-économique, c'est-à-dire que ce n'est pas les milieux les plus défavorisés qui consomment plus. C'est à peu près égal sur l'ensemble, mais même très légèrement supérieur dans les classes moyennes, les enfants de classe moyenne. Et quand on regarde la délinquance économique et financière, on a les statistiques de la police.
Or, ces statistiques, dans cette période-là, augmentent légèrement. Donc, elles augmentent légèrement, mais les condamnations diminuent significativement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans ce même temps, on a eu, d'une part, une politique de stigmatisation de certaines populations et de l'usage de cannabis dans ces populations, et une volonté de décriminaliser la criminalité économique et financière. Et c'est des choses qui ont été dites par les gouvernements de l'époque. Donc, quand il disait que, et on voit bien que les conséquences pour la société sont quand même plus graves lorsqu'on a affaire à des abus de biens sociaux, à de l'évasion fiscale, à de la corruption, les conséquences pour la société sont quand même plus graves, quoi qu'on en pense par ailleurs, que l'usage de cannabis. Donc ça veut dire que la société choisit, évidemment, ce qu'elle préfère punir. Mais comment choisit-on ce qu'on préfère punir? Eh bien, on le choisit, et on revient à la question précédente, par qui on va considérer comme étant punissable et qui on va considérer comme étant épargnable. Qui veut-on épargner et qui veut-on punir? Et je dirais donc que cet homme qui me donnait qui me faisait cette remarque, il réinventait à sa façon, en montrant, en évoquant à la fois qui était dans la cour et ce qu'il appelait l'injustice de la justice avec l'ancien président de la République et l'ancien ministre du Budget. Il reprenait une chose que Durkheim, encore lui, avait dite, à savoir que ça n'est pas que le châtiment n'est pas ce qui punit le crime, mais que le crime est ce qui est puni par le châtiment. C'est-à-dire que le crime est défini par le châtiment et non pas le châtiment défini par le crime. Ça n'est pas que le châtiment est une réponse au crime, c'est que le crime est ce que l'on décide de punir. Mais il ajoutait quelque chose, en cela il était peut-être déjà en quelque sorte, enfin plus marxiste en tout cas que Durkheim, c'est que ça n'était pas de n'importe quelle façon que se faisait cette distribution, mais que c'était en fonction d'une position dans la société. Alors, je vais en terminer là sur cette importante distinction que faisait Michel Foucault à la fin de Surveiller et punir, lorsqu'il disait qu'au fond, on peut se demander si le châtiment, plutôt que d'être là pour sanctionner des crimes ou pour faire baisser la criminalité, le châtiment et la prison en particulier, disait-il, est-ce que ça n'est pas plutôt pour différencier la société, pour distinguer ceux que l'on veut distinguer en fonction des actes qu'ils commettent et non pas en fonction de la gravité de ces actes? Alors, je conclus en vous disant qu'au terme de ce cheminement, à travers la définition, les justifications, la distribution du châtiment, qu'est-ce qui nous reste au fond de cette entité, le châtiment? On voit qu'il n'est pas ce qu'on dit qu'il n'est pas justifié comme il est censé l'être, qu'il n'est pas réparti comme il devrait l'être, qu'il produit une souffrance qui est souvent doublement injuste, à la fois en termes de justice, c'est-à-dire de répartition, et de justesse, c'est-à-dire de proportion. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas le repenser, nous demander ce que signifie cette évolution du châtiment dans nos sociétés, nous demander à l'inverse, quelle société voulons-nous
Alors, on peut avoir l'impression, à entendre les politiques et à voir l'évolution en France, on peut avoir l'impression que les choses, non seulement sont allées de mal en pis, du point de vue de la sévérité, mais qu'également, on ne voit pas comment on pourrait sortir de cette évolution. Je crois que c'est le sentiment que beaucoup d'entre nous peuvent avoir. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que la France n'est pas le seul pays dans le monde, et que ce n'est pas le seul pays dans le monde qui a eu cette évolution. Mais on a déjà les exemples de quelques pays, notamment en Europe, qui ont inversé cette tendance. Ça a commencé vers les années 2005, il y en a peu, on les considère généralement comme des exceptions, mais elles sont intéressantes, ce ne sont pas des petites exceptions, parce que ce sont l'Allemagne, l'Autriche à un moindre degré, et les Pays-Bas encore à un degré plus élevé. Ce sont des pays qui ont commencé de façon significative à faire baisser leur population carcérale. Et même les États-Unis, ça peut paraître étonnant, les États-Unis ont l'impression qu'en particulier avec le président actuel et ce qui a été la majorité des 2 premières années de son mandat, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants, on peut se dire qu'on était dans la situation la plus difficile pour réformer le système pénal. Eh bien, on a vu cette réforme s'engager. Elle avait commencé à le faire sous la présidence précédente d'Obama. On avait déjà une diminution de 200 000. 200 000, c'est énorme, mais enfin, quand on est à 2 300 000, on passe à 2 100 000, c'est pas si spectaculaire que ça, mais c'est déjà 200 000 personnes de plus qui sont libérées. Et puis, on a eu, il y a 2 semaines, pour la décision par la Chambre des représentants à majorité républicaine, le Sénat à majorité républicaine et le président, en accord pour signer, du début d'une réforme pénale qui va diminuer le nombre de personnes en prison, c'est le seul sujet sur lequel il y ait une convergence des républicains et des démocrates, dont vous savez que sur tout autre sujet, ils sont toujours opposés. C'est le seul sujet, pour des raisons certes différentes. Les républicains, à cause du coût excessif des prisons, donc pour des raisons économiques, les démocrates, pour des raisons à la fois, je dirais, morales et électorales, mais en tout cas, on arrive à ce résultat, et je fais moi-même partie d'une commission dans l'État du New Jersey où on travaille avec une équipe qui est dirigée par l'ancienne présidente de la Cour suprême du New Jersey, où on travaille justement sur une réforme pénale. Donc tout n'est peut-être pas perdu quand on voit que les 3 pays que je vous ai cités au début, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, ce sont des pays qui ont une majorité de droite, une majorité conservatrice. Et les États-Unis, n'en parlons pas. Donc, même dans ces pays-là, il est possible d'avoir une évolution. Peut-être qu'un jour, nos politiciens, peut-être à gauche, peut-être même à droite, auront le courage d'aborder ces questions. Et je voudrais simplement vous laisser avec une citation de Claude Lévi-Strauss, qui disait, avec une certaine ironie bien sûr, à la fin de Triste Tropique, « Certains usages qui nous sont propres, considérés par un observateur relevant d'une société différente, lui apparaîtraient de même nature que cette anthropophagie qui nous semble étrangère à la notion de civilisation. Je pense à nos coutumes judiciaires et pénitentiaires. » Merci. Bien. Alors, on vous propose maintenant de réagir, d'un intervenant, de remarques ou de questions par rapport à tout ce qui vient de nous dire. Il nous va quand même en question. Question de juge.
Est-ce que vous êtes optimiste pour la France, là, dans la dernière question, parce qu'on parle de plus en plus qu'on va construire une prison en France. Manque de place. Alors, est-ce que je suis optimiste? A priori, non. Tout simplement parce que je suis réaliste et que je vois qu'on a eu une élection présidentielle suivie par des élections législatives au cours desquelles il n'a quasiment pas été question de ce problème que je considère comme un sujet majeur pour nos sociétés, et que les seules réponses qui ont été apportées l'ont été, ou les seules tentatives de mise en avant de cette question l'ont été par des partis de droite et d'extrême droite, sous l'angle de l'augmentation du nombre de places dans les prisons. Donc, je dirais que il y a beaucoup d'éléments pour ne pas être optimiste. Cependant, ce par quoi j'ai terminé avec ce rappel de quelques pays qui avaient suivi une évolution inverse et qui, encore une fois, ne sont pas des pays qui sont dominés par des majorités très progressistes. Eh bien, ce sont des pays qui ont commencé à avoir une évolution dans le sens inverse. Et donc, je ne sais pas à quel moment et ce qui pourrait déclencher un renversement des choses. Je ne sais pas quel homme politique ou quelle femme politique aurait le courage de poser des questions, par exemple, voulons-nous plus de personnes en prison, sachant que dire plus de personnes en prison, certes, c'est des peines plus longues, mais c'est aussi, comme je l'ai dit au début, des gens qui entrent en prison pour des délits beaucoup plus faibles, et donc qui entrent en prison pour peu de temps. Donc entrer en prison pour 1 mois, parfois j'ai vu ça, entrer en maison d'arrêt pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an. 6 mois pour une récidive de conduite après retrait des points de permis, 1 an pour circuler sur un scooter volé par un camarade. Donc, tout ça, toutes ces petites peines, c'est celles-là qui nourrissent la prison. L'essentiel du débat sur la prison en France, comme dans bien d'autres pays, porte sur les crimes les plus odieux. C'est ça que vous allez à chaque fois avoir. Voulez-vous avoir dans la rue des gens? Là, plus de 90% des personnes qui entrent en prison, pas qui sont en prison, parce qu'il y a qui ont des peines longues, mais qui entrent en prison, sont des personnes qui ont des peines courtes, des peines de moins de 2 ans. Ces peines de moins de 2 ans sont des peines qui sont aménageables. Est-ce que vous avez suivi l'affaire, non pas l'affaire, mais le jugement de l'affaire Cahuzac? En première instance, il prend 3 ans. 3 ans, ça n'est pas aménageable. 3 ans ferme. 3 ans ferme, ça n'est pas aménageable. Il fait appel. Et son avocat et lui-même disent je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas montrer devant mes enfants que je vais en prison. Et on sait que si c'est ramené à 2 ans, ce sera aménagé. Le juge décide de ramener à 2 ans et c'est aménagé. Il n'aura pas mis les pieds en prison. Tant mieux pour lui. Je ne suis pas quelqu'un qui vient ici pour prôner la prison. Mais je me dis, à quel jeune ou à quel adulte qui se présente en comparution immédiate va-t-on laisser dire aménagez-moi ma peine de 6 mois parce que mes enfants, parce que mes parents vont être... On n'entend pas ça. Donc je crois que si donc on avait des responsables politiques qui disaient les peines, comme en Allemagne, les peines les plus courtes, c'est-à-dire les peines de moins de 2 ans, doivent être aménagées jusqu'à preuve du contraire. Et elles peuvent ne pas l'être si le juge donne une raison particulière pour qu'elles ne le soient pas. 6 mois, c'est automatique. 2 ans, c'est...
Et donc, il y a d'autres peines qui existent. Hein. Mais il faudrait... Et donc si on avait des responsables politiques qui disaient d'autres peines existent, et là, en punissant plus, on punit des gens qui vont être désocialisés, hein, avec des conséquences pour leur famille, avec des conséquences pour leur quartier, souvent, eh bien, ça va entraîner plus de récidives. Donc, ce que vous êtes en train de faire en ayant plus de sévérité, c'est plus d'inégalité, plus d'insécurité. Est-ce la société que vous voulez? Si on demande ça aux gens, peut-être qu'ils répondront autrement. Pour l'instant, on n'a pas entendu. Et dans cette gestion de la sanction, quel part faites-vous entre le législateur et la magistrature? Alors c'est une question importante que j'ai peu développée ici, à laquelle j'ai prêté beaucoup plus d'attention dans L'ombre du monde et puis dans Punir, parce qu'effectivement, lorsque les directeurs de prison disent « on est le bout de la chaîne », on peut dire que presque au bout de la chaîne, il y avait les magistrats. Mais au début de la chaîne, il y avait les médias, il y avait les décideurs, il y avait le législateur, et donc, on peut même dire la société dans son ensemble. Et au fond, les magistrats sont, pour partie en tout cas, tenus d'appliquer des lois qui, dans certains cas, sont très clairement répressives, les peines planchées, mais d'une manière générale, je dirais, garde une grande marge de manœuvre. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est assez remarquable, c'est que les juges ont réussi dans leur grande majorité à être de plus en plus convaincus, à se convaincre de plus en plus qu'il fallait être plus sévère. Et ça, c'est... alors, c'est-à-dire, il n'y a pas que le législateur, hein, et le législateur joue un rôle évidemment très important, vous avez raison de le rappeler. Et entre les deux, entre le législateur et la magistrature, il y a les policiers. Et les policiers comme j'en ai donné un exemple tout à l'heure, ont eu tendance ces dernières années à devenir de plus en plus, non seulement de plus en plus sévères, mais en visant de plus en plus clairement certaines populations. Lorsque j'ai fait mes enquêtes, il m'est arrivé plusieurs fois d'être dans le véhicule de patrouille et on s'arrêtait devant un bar où des jeunes, dedans et dehors, c'était au printemps, des jeunes étudiants d'école de commerce venaient fêter la fin des examens. Donc ils buvaient, puis ils fumaient, et ils ne fumaient pas que du tabac. Et donc on les voyait, et voilà. Et puis on était là, comme ça on discutait en voiture, il y avait des petits commentaires, comment est-ce qu'ils peuvent se payer des études à ce prix-là, comment ils se mettent dans cet état, on va leur piquer leur téléphone, etc. Il y avait des petits commentaires comme ça. Et puis au bout de 2 heures, on partait, et puis on allait faire les cités, et dans les cités, on allait vérifier les identités et fouiller des jeunes qui, eux, n'avaient aucun signe extérieur de consommation de hashish. Je ne dis pas qu'ils ne consommaient pas, peut-être qu'ils avaient, en voyant arriver la voiture, même banalisé, qu'ils savaient reconnaître, évidemment. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas jeté leur joint un peu plus loin, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas de signe. Et donc, ils devaient subir cette opération humiliante, hein, et pénible plusieurs fois par semaine, souvent. Et je me disais, là, il y a quand même quelque chose qui est, à l'évidence,
une discrimination qui s'opère, puisque certains de façon évidente sont en train de consommer, d'autres n'ont pas l'air de consommer, et c'est vers les seconds qu'on va pour les foyers. Il y a évidemment une discrimination. Puis après, je me suis demandé à un moment donné, mais au fond, quel sens ça a d'aller devant ce bar si c'est pas pour les interpeller ou les fouiller et encore une fois, je ne suis pas pour qu'on fouille, qu'on interpelle, mais je me demandais quand même pourquoi. Et j'ai compris, et d'ailleurs je l'ai compris en discutant avec les policiers, qu'en fait, ils restaient là pour protéger cette jeunesse dorée de la jeunesse des quartiers qui aurait pu profiter de leur état pas très net pour venir leur voler leur téléphone ou peut-être les agresser. Donc c'était la raison de leur présence. Hein. Et donc voilà, donc il y a toute une chaîne, ce que les spécialistes appellent, les criminologues appellent une chaîne pénale qui va de l'état du débat public, des médias, de l'exécutif, du législateur, et qui va jusqu'au magistrat. Bonsoir, je suis moi-même magistrat, je suis délégué régional du syndicat de la magistrature. Et au syndicat de la magistrature, alors certes on est minoritaire dans ce corps particulier, je suis très sensible à votre discours sur le populisme pénal, je le constate quotidiennement, y compris en interne. Mais au syndicat de la magistrature, on est favorable on ne croit pas du tout à la thèse de construction des prisons et on améliorera le sort des détenus et on réduira la délinquance. On est plutôt favorable au système de la numerus clausus. Vous n'avez pas évoqué cette solution qui n'est pas la panacée, mais qui contraindrait le système judiciaire et le système policier par voie de conséquence à n'emprisonner que sous réserve qu'il y ait une place dans un lieu de détention, une place digne, donc pas de matelas par terre, pas de surpopulation carcérale, et donc de devoir gérer une population pénale en fonction des châtiments, des châtiments que le système pénal serait amené à prononcer. Avec je dirais, les défauts du système qu'on devine, mais au moins cette garantie de ne jamais atteindre les niveaux de surpopulation pénale qui entraînent des conditions indignes de détention, qui entraînent, je dirais, la récidive, tout ce qu'on connaît, d'éléments négatifs, des conséquences négatives de la détention. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, je vous remercie. Comme vous avez vu, je n'ai pas donné de solution. Enfin, je peux en donner là dans mon analyse et dans mon livre. Volontairement, je n'en donne pas pour deux raisons. La première raison, c'est que je pense qu'il est important pour les chercheurs comme moi de poser des éléments d'une réflexion collective, enfin qui peut devenir collective, et donc d'une critique du châtiment tel que je l'ai présenté brièvement ici. Et deuxièmement, parce que je pense qu'il y a un ensemble d'acteurs compétents qui doivent s'emparer, alors pas forcément sur la base de ce que j'ai présenté, mais qui doivent s'emparer, et qui s'emparent du reste, de ces questions. Dont bien sûr, dont les magistrats, en tout cas ceux qui ont envie de réfléchir sérieusement sur, et pas simplement, disons, défendre leur corporation et ce qu'ils ont bien sûr tout à fait le droit de faire aussi, mais disons en tout cas réfléchir vraiment sur le sens de leur travail. Donc cela étant, ces deux éléments étant donnés, je ne veux pas me dérober non plus à des choses très pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein.
Et je pense que, alors je n'ai pas spécialement travaillé sur ce numerus clausus, mais je pense qu'en tout cas, c'est, ne serait-ce que poser ça dans le débat de façon forte, c'est quelque chose qui, du reste, pourrait même, je pense, recevoir, ou peut-être a déjà reçu, l'assentiment ou le soutien des gens qui travaillent en prison. Les gens qui travaillent en prison sont aussi victimes de cette surpopulation. Mais bien sûr, c'est avant tout les personnes détenues qui le sont. Un directeur de prison me disait, la plus grande violence et la première violence en prison, c'est la surpopulation. Mais du reste, on voit bien dans l'idée du numerus clausus que vous proposez, on voit bien qu'il y a deux éléments. Il y a d'une part, et c'est intéressant parce que ça joue sur dans le châtiment, il y a deux dimensions, disons, pour être simple. Il y a le pénal et le pénitentiaire. Il y a les sanctions qu'on donne et ce qui se passe dans la prison. Et dans le numerus clausus que vous proposez, vous touchez les deux dimensions. D'une part, vous touchez bien sûr la dimension pénale, puisque si on a 70 000 personnes en prison, s'il faut qu'on descende à 50 000, ben, il va falloir trouver les moyens pour faire sortir 20 000 personnes, et puis ne pas en rajouter tant qu'on n'a pas fait sortir d'autres. Bon. Donc on voit que ça impose une réforme pénale, et en même temps, ça implique une transformation des conditions pénitentiaires, c'est-à-dire de dignité dans les prisons. Donc, je vois peu de responsables politiques qui auraient actuellement le courage de soutenir ça, mais comme vous le savez mieux que moi, mais je le dis pour d'autres, on a quand même une loi qui oblige à l'encellulement individuel depuis la fin du XIXe siècle. Hein. Donc les moratoires se succèdent de 5 ans ou de 10 ans en 5 ans ou 10 ans, mais on a cette obligation légale. Hein. Donc l'État ne respecte pas la loi qu'il a votée, et donc je trouve que le numerus clausus est une forme intéressante. Pensons qu'aux Pays-Bas, ils sont aujourd'hui en train de fermer certaines prisons ou de louer des cellules aux Belges. Ils n'ont pas encore compris qu'on pouvait peut-être diminuer. Hein. Donc il y a des pays où et encore une fois, avec un régime qui n'est pas progressiste, pas spécialement progressiste. Hein. Donc oui, moi je trouve que c'est certainement une initiative et une bonne façon, au fond, de mettre de façon clairement les termes d'un débat. Oui, je mets juste une question, je ne connais pas bien. Est-ce qu'il y a eu des études de fait sur l'efficacité des tiges, des travaux d'intérêt général? Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai peu travaillé, enfin je n'ai pas travaillé, donc ce que je vais vous dire est assez vague, et peut-être d'ailleurs dans la salle, y a-t-il des personnes qui seraient mieux capables que moi de répondre. Ce qui est certain, c'est que les alternatives à la prison en général, et encore une fois, on parle là de peines qui seraient relativement, qui sont des peines relativement courtes, hein, des peines de jusqu'à 2 ans. Les alternatives à la prison sont statistiquement ont des résultats plus favorables en termes de baisse de récidive. Et notamment par rapport à la récidive, je crois. Par rapport à la récidive, alors ça ne supprime pas les récidives, hein, selon les études, on passe de 60 à 40 ou de 55 à 40, enfin vous voyez, c'est en termes de récidive. Mais il n'y a pas que la question de la récidive. Je pense qu'il y a aussi la question de quelle société on veut et comment est-ce qu'on veut sanctionner des gens qui commettent des délits qui sont malgré tout mineurs. Et donc proposer des travaux d'intérêt général, c'est aussi dire à la société, vous voyez, ces gens-là, on ne les désinsère pas. On va faire des choses pour qu'au contraire, ils retrouvent une place dans la société, sous une forme certes
punitive, mais qui n'est pas excluante comme... Tout à fait. Mais justement, derrière ça, j'avais aussi dans l'idée, est-ce qu'on propose, enfin, qui propose la possibilité d'un litige au niveau des collectivités, par exemple, ou d'un certain nombre de structures, et est-ce qu'il y a suffisamment d'offres, entre guillemets, pour que... Enfin, d'offres, vous comprenez ce que je veux dire, pour qu'il puisse y avoir une plus grande utilisation de cette peine, entre guillemets. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de cette question, donc si d'autres que moi dans la salle peuvent y répondre, je vais vous laisser pourra répondre. Mais il y a quand même, de façon à la fois au niveau des collectivités et au niveau des services pénitentiaires d'insertion et de probation, il y a un déficit de ressources. Alors, ça dépend des endroits, mais je vous laisse la parole. Moi, je suis en charge d'un service qui met en œuvre les décisions, les tribunaux et les décisions des magistrats, et notamment les TIG, vous évoquiez très bien la question, et le service pénitentiaire d'insertion de probation, le service de la protection sociale de la jeunesse, je vous confirme qu'on manque de lieu. Les TIG, puisqu'en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la société veut pour la réhabilitation des personnes sous injustice. Et les collectivités, les associations doivent contribuer à cette justice d'une certaine façon, puisqu'on ne peut pas contraindre les collectivités ou les associations, mais nous constater malheureusement qu'on manque de place, et aussi bien sur des places diversifiées, puisque là, les mineurs ou les jeunes majeurs ou les adultes peuvent être en demande, par ailleurs, parce qu'ils sont en emploi ou ils sont en recherche d'insertion, du coup d'avoir des lieux, des postes de tige le week-end ou les soirs, et c'est toutes les difficultés de trouver des associations, des collectivités qui jouent au jeu, puisque sans elles, nous ne pouvons pas mettre en place une mesure judiciaire qui a la particularité d'être soumise à l'accord au moment du jugement. C'était bien là, maintenant. Je voudrais intervenir une seconde. Je voudrais juste pour compléter ce qui a été dit, Gilles, de plaisir d'assister aux journées nationales de la Farapège il y a quelques mois où était présente ce qu'on peut mettre en équivalent comme le ministre de la Justice belge, pour dire comme ça, et qui, elle, expliquait très concrètement, chiffre à l'appui, que les aménagements de peine, finalement les alternatives aux peines, ne diminuaient pas le taux d'emprisonnement. Et ça, c'est assez étonnant, et ça revient vers vos préoccupations liées à la punition, justement. Ça réinterroge différemment la punition, et les chiffres l'indiquaient. Donc les Belges, comme la France, ont été régulièrement condamnés pour leurs problèmes d'incarcération, justement, et elle attestait, elle était affligée par ça, de cette réalité. C'est-à-dire que toutes les mesures alternatives n'ont pas été des alternatives à moins d'emprisonnement. Et ça aussi, c'est une réalité qu'il faut tenir compte. Et pour le coup, on trouve des éléments de réponse dans votre approche, complexe, mais aussi dynamique, du processus de punition, finalement. Je vous laisse parler, mais par rapport à ça, c'est effectivement très important parce qu'on se concentre beaucoup sur la prison et avec, je crois, des raisons évidemment très légitimes. Mais comme je l'ai dit au début dans les chiffres, il y a eu sur les 20 dernières années, il y a un doublement de la population carcérale, mais il y a un quadruplement de la population sous main de justice en milieu ouvert. Donc ça veut dire, et c'est ce que répondent par exemple les ministres ou c'est dire, mais regardez, on met de plus en plus en milieu ouvert. Oui, mais on met aussi de plus en plus en prison. Donc il y a les deux, et effectivement le milieu ouvert augmente encore plus dans ces périodes, et donc on voit que c'est pas que ça n'est pas une solution, mais c'est que c'est une punition dure à laquelle s'ajoute de façon encore plus démultipliée une punition un peu moins disons, excluante. C'est bon,
Sainte-Marie, donc quand on est dans une institution hospitalière, par exemple, on est sollicité pour la tige, il est évident qu'il faut que la direction du centre hospitalier soutienne l'équipe qui accueille. Parce que, est-ce que les gars veulent, par exemple pour les ateliers, ce qu'ils veulent, c'est proposer quelque chose, qu'est-ce que vous voulez, etc. Il ne s'agit pas d'organiser, il s'agit de dire pourquoi il est là et comment il va l'aider. Donc, effectivement, de par le travail qu'ils vont faire en commun, à faire en sorte qu'ils puissent se réinsérer sur le plan social et économique. C'est ça, donc, la direction du centre hospitalier doit encourager, donc, à soutenir ces équipes-là pour pouvoir réussir. Autre intervention? Non. Bon, écoutez, on va clore cette soirée en remerciant vraiment d'une façon très vive Didier Fassin pour tout le questionnement qui... Ah, pardon, j'ai dit oui, bien sûr. Mais d'abord, je commence par le remerciement qui m'apparaît très important. Et notamment par rapport à tout le questionnement que vous avez pu nous apporter, de façon à ce qu'on pense bien également ce problème de ce que je vais appeler la sanction, dans un terme volontairement vague, autrement que comme justement peine d'authenticité. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que notre société et nous en même temps, on a là certainement quelque chose à penser, à réfléchir et à agir par rapport à cette situation qui est aussi un test pour notre société. Ça, j'en suis persuadée, et notamment par rapport aux jeunes. Alors, je voulais aussi dire, parce que sinon je vais me faire gronder, vous avez des livres de Didier Fassin